chez Tatou Senti. Le parfum, vous aimez? Eh bien, chez Tatou Senti, le premier podcast parfum et olfactif, on ne parle que de ça. Et oui, on sent tout. On sent les matières premières, les parfums avec les parfumeurs créateurs, sans oublier les créateurs de marques de parfums. En un mot, on y parle parfum et tout ce qui s'y rattache. Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti pour un moment convivial avec un invité pour parler de ses passions, de son parcours, de son métier et bien sûr, parfum, odeur et souvenirs olfactifs. Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast parfum. Et maintenant, revenons au parfum avec Valérie Passmagnan, la fondatrice du Petit Sniff. En avez-vous entendu parler? C'est la plus belle invention pour moi à ce jour dans le monde du parfum. Il s'agit d'un objet, tel un doudou olfactif, qui entre dans une poche ou dans un sac et qui se recharge même sur son portable. Mais quelle est sa vraie mission? Vous donnez un instant de bonheur. Je ne vous en dis pas plus. À vous d'écouter le podcast jusqu'au bout. Mais qui est Valérie Passmagnan? Issue d'un milieu artistique, Valérie tente de s'en échapper, mais finalement, elle est rattrapée par le virus familial. Un diplôme de l'école d'art appliquée à Paris en poche, direction Milan pour étudier le design, avant de plonger tout droit dans le monde de Saint-Laurent et celui naissant des parfums Mugler. Valérie a une vision sans artifice du parfum. Elle est vraie et animée d'une envie de transmettre un des autres messages du parfum, celui de faire du bien à toutes les générations. Et vous maintenant, êtes-vous prêt à sniffer? Bonjour Valérie. Bonjour Bettina. Avant que l'on se penche sur ton actualité, peux-tu nous expliquer et nous raconter qu'est-ce que le Petit Sniff? Alors, le Petit Sniff, c'est le premier diffuseur olfactif personnel que l'on prend dans la main et qui fonctionne sans vaporisation, uniquement avec de la diffusion d'air à travers des cartouches sèches et sans vaporisation. Il fonctionne avec des cartouches interchangeables que l'on peut changer au gré de ses envies et il se recharge comme un téléphone. Le Petit Sniff vient d'embarquer sur le corner de Mugler chez Macy's à Chicago. Donc, peux-tu nous raconter ce qu'il y fait, comment il est mis en valeur? Alors, le Petit Sniff, il représente des sensations olfactives. En fait, il fait sentir des notes qui ne sont ni des parfums vendus, ni des matières premières, mais ce sont des accords qui sont emblématiques, représentatifs des parfums de la maison. Il aide le visiteur à sentir à travers ce petit orgue à parfum olfactif à sensation des senteurs qui, selon ces attirances, vont permettre à la conseillère ou au conseiller de guider le visiteur vers tel ou tel parfum. Donc c'est une expérience d'antichambre, on va dire, comme un petit boudoir dans lequel on découvre des secrets olfactifs. Combien il y a d'accords en tout qui sont présents sur ce stand? Alors, il y en a 13 avec des noms très poétiques dont je ne me souviens pas de tous par cœur, mais comme Métamorphosis, Voluptueuse. Tu te souviens des accords, un petit peu, des notes qui représentent? Par exemple, ceux qui sont sur Angel. Alors, bien sûr, il y a des notes avec du patchouli, qui est un des composants emblématiques, mais il y a aussi des accords un peu imperceptibles parce que ce sont des mélanges mystérieux. Il y a des notes un peu vanillées, des notes un peu fruits exotiques, des notes plus propres de musc. Il y a du voluptuous, du delicious mais je trouve que c'est intéressant de garder le mystère et de ne pas trop savoir ce qui se passe derrière. Tout à fait. Alors, je vous invite à me suivre dans cette balade olfactive avec Valérie pour apprendre à mieux la connaître. Donc maintenant, place à la note découverte. Peux-tu nous dire quel est ton souvenir olfactif le plus fort? Le plus fort, c'est le parfum à l'église. Oui.
avec l'encens et mélangé au parfum. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques. Si, il n'y a pas de problème, on n'est pas sur une radio nationale. De la génération de ma grand-mère qui portait les chalimars, les heures bleues, qui s'imprégnaient dans les fourrures l'hiver Oui. et elles allaient à l'église et il y avait l'encens qui se mélangeait aux effluves de chalimar. Donc ça, c'est un souvenir qui a marqué mon enfance. D'accord. Donc, tu es française, mais en fait de parents et grands-parents arméniens. Donc, quels sont justement les souvenirs olfactifs ou gustatifs de cette culture et qui justement t'a été transmise? Alors oui, dans la culture arménienne, justement, l'Église est très importante. C'est un Oui. petit peu comme les orthodoxes. Il y a un côté très fastueux dans le cérémonial. Et en plus, comme c'est une population en diaspora, Mhm. c'est un centre de rassemblement encore Oui. bien Oui. au-delà de la religion. Donc ces moments à l'église étaient importants. Et il y a beaucoup d'encens, beaucoup de chants grégoriens, beaucoup de dorures, beaucoup de fastes. Donc tout ça s'en mêle. Et puis avec des senteurs très différentes. Il y avait aussi l'odeur du pain béni qu'on donne à la sortie avec ce goût de farine, une sorte de pain azim mais mou en fait, Oui. du pain arménien, c'est de la farine et de l'eau. Et il y avait ce goût imprégné de l'encens avec le petit papier cristal, les fourrures, comme je disais, qui Oui. sentaient le parfum, les rouges à lèvres, les poudres et tout ça était Mhm. mélangé et c'était une atmosphère très chaleureuse et feutrée Mhm. et puis bienveillante forcément dans ce contexte-là. Après, sur le côté gustatif, bien sûr, ma grand-mère faisait beaucoup de cuisine. Et c'est toutes Elle ces était plus senteurs. salée que sucrée ou les deux? Les deux. Les deux. Les deux. Mais bien sûr, le sucré, ça reste aussi. L'eau de rose, notamment. Mhm. Et puis, après, les épices. Quel type d'épices? Alors, il y a du cumin, beaucoup de Oui. cumin. Il y a des ingrédients aussi, il y a beaucoup d'ail dans la cuisine arménienne, du cumin, des oignons, du sumac. On Oui. prononce sumac en arménien, mais sumac. Oui, tout Et à fait. puis, Qui est un arbre superbe. oui. Et puis ce goût un petit peu acide. Alors, il y a du yaourt mélangé avec de l'ail, de la menthe, beaucoup de menthe. Mhm. Un peu de fleur d'oranger, mais je dirais que c'est plus l'eau de rose qui prédomine. Et qu'on retrouve dans, j'imagine, surtout du sucré, mais est-ce qu'on le retrouve aussi dans le salé? L'eau de rose, non, pas trop. C'est surtout dans le sucré, oui, bien sûr. Est-ce que le parfum t'a toujours accompagné tout au long de ta vie? Est-ce qu'il a été présent ou pas plus que ça? Et c'est au fur et à mesure qu'il est venu. Alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, je m'étais posé la question, en fait, oui, mais de différentes façons. Oui. En fait, petite, c'est des souvenirs qui sont liés à ces parfums. C'est plus des parfums de nature, une atmosphère de l'extérieur, le lait chaud quand on est petit avec le Oui. soleil qui est autour, les draps propres ou la fameuse crème Mustela qu'on a pour se nettoyer. Et donc, il y a cette volupté un petit peu des atmosphères. Et puis, après, c'était vers 7-8 ans, 9 ans, c'était plus les odeurs de salle de bain, des produits de beauté. Et je commandais, pour mes anniversaires, je commandais de l'eau de Cologne bien-être à la lavande avec les petits savons en forme de cœur, j'adorais ça. Donc c'était le côté un petit peu plus sophistiqué. Et puis après, c'est les premiers parfums qu'on porte. Mon père m'avait offert Y de Saint-Laurent. Oui. C'est mon premier parfum. Donc ça aussi, ça marque. Je l'ai porté longtemps. Et c'est lié, oui, à des soirées. J'étais très attachée à ce parfum, à des sorties, plein de choses. Et ensuite, ça a été plus dans les années 80, où j'ai commencé à travailler aussi dans cet univers. Je me suis attachée beaucoup plus à l'apparence, à l'emballage. Donc, c'était plus les looks. Ça a été quand même la mode de toutes les campagnes publicitaires assez tapageuses, assez audacieuses dans les années 80. Donc, c'est un peu ça qui prenait le pas sur
Oui, donc à chaque époque, il y avait ça avançait progressivement Exactement. vers en faire donc ton métier. Dis-nous, à quel moment est-ce que tu as en fait décidé d'entrer dans une école d'art appliqué à Paris, puis ensuite de continuer sur le design à Milan? Comment s'est fait ce déclic pour te diriger vers cette voie? Oui, alors ça c'est drôle parce que je n'ai pas du tout prévu de faire ça. Moi je suis dans une famille où j'ai une maman qui a fait 10 ans de beaux-arts, une sœur qui a fait les arts appliqués et puis moi j'avais envie de faire très différent. Donc Oui. je suis rentrée en faculté de pharmacie où j'ai péniblement fait les 2 premières années et puis je me suis dit non, la chimie et tout. Mais c'est curieux parce que c'est aussi un peu la racine du parfum. Absolument. Mais j'en étais pas du tout consciente parce que ensuite j'ai eu une sorte de crise existentielle et puis l'influence que j'ai eue et mes affinités naturelles ont repris le dessus et in extremis je me suis inscrite pour passer les concours des écoles d'art et donc j'ai fait l'école des arts appliqués comme ma sœur, comme mon beau-frère à l'époque. Donc voilà. Après avoir dit non, j'en veux surtout pas. Voilà, mais au C'est moins revenu au droit moins devant toi. c'était un vrai choix et Oui. et c'est drôle parce que jusqu'à ce que je finisse mes études, que je travaille pour la première fois, je n'étais pas du tout orientée sur le parfum. Le packaging, oui. Et puis, pour Milan, en fait, ça s'est fait un petit peu sur un défi. Oui. L'Erasmus n'existait pas à l'époque. Et on s'était dit à plusieurs amis en disant « Oh non, on est trop bien dans nos études, c'est génial, on n'a pas envie de travailler tout de suite. » C'était une époque Oui, dorée. dorée. Bon, on faisait des petits boulots à côté, mais ça nous suffisait. Et puis voilà. Et un jour, on voit une affiche dans l'école, bourse pour études à l'étranger. Et donc, on s'est mis un défi. Il y en a qui sont partis à Boston. Moi, je suis partie à Milan. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Et effectivement, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Et c'est ce qui m'a valu mon premier contrat d'embauche, puisque j'étais en concurrence avec une autre designer très talentueuse, en me disant, mais non, moi, ils me choisiront jamais. Et en fait, on m'a dit après que j'avais été choisie parce que j'avais eu cette expérience à l'étranger et que ça donnait une ouverture d'esprit. Donc voilà. Et alors, dis-nous, à cette époque-là, quelles ont été tes découvertes les plus marquantes, que ce soit d'artistes ou d'œuvres Alors, ont été tes premiers chocs artistiques? Alors, oui, artistique, moderne, contemporain, oui, c'était à Milan, c'était extraordinaire parce que dans les années 80, enfin maintenant toujours, mais ça bouillonnait. Milan, c'est une petite ville, mais très active. Et à l'époque, il y avait la naissance des mouvements Memphis et Alchimia, qui ont été créés respectivement par Ettore Sottsass et Alessandro Mendini. Et c'était l'époque du postmoderne qu'on voit beaucoup revenir aujourd'hui avec ces formes géométriques qui font penser quelquefois aux années 30, à l'art déco, avec des couleurs complètement primaires qui se réfèrent un peu au Bauhaus. C'était un mélange de tout ça et c'était très nouveau. Les meubles avec des imprimés Formica, vermicelle noir et blanc sur des gros piliers roses, etc. Et ça, c'était une fraîcheur, quoi. Oui. C'était vraiment une fraîcheur. Et dans ces découvertes, tu as une anecdote amusante à nous raconter où tu as eu... Alors, dans ces découvertes-là, pas vraiment, mais du coup, moi, ça m'inspirait plein de choses. Et je faisais de la création de bijoux à l'époque. Oui. Et j'étais allée voir Fiorucci à Milan, l'audace des débutants qui n'ont peur de rien. Oui. Et puis, je faisais des choses un peu inspirées de ces mouvements-là, Memphis, Alchimia, avec des triangles, des carrés, des couleurs vives et tout. Et puis, ils me disent « Ah, c'est rigolo, ça !» Et je dis, oui, je veux bien vous les vendre, mais j'ai pas de société, j'ai rien. Me dit, c'est pas grave, on le passera sur la facture du papier toilette. C'est pas Donc, mal. il y avait une ouverture d'esprit que j'ai trouvée assez fraîche. C'est vrai. Ces premières années, en fait, ont été chez Émergence, qui est l'agence de 3 femmes, Claude Degrès, Cyril Perguet et Olwen Wolf, l'américaine. Que retiens-tu de ces années qui ont été consacrées à la prospective ? Alors, la prospective, c'était un ovni pour moi et pour les autres. Parce que quand j'ai fini mes études, après Milan, j'imaginais rentrer dans
une agence de studio où on dessinait des flacons, des choses, des stands, des meubles, des trucs comme ça. J'imaginais vraiment le studio de création. Et puis là, c'est pas du tout. En fait, elles étaient là à faire des groupes de créativité, des focus groups, des séminaires de créativité, où on inventait des choses qui n'existaient pas, qu'on se projetait dans 20 ans, dans 25 ans. Et puis, moi, derrière ça, je devais inventer un produit qui allait avec, mais un produit qui n'existerait jamais. Mhm. Et au début, j'avais un peu, enfin, je trouvais ça génial, quoi. Enfin, Mhm. alors là, j'avais l'impression de ne pas travailler, mais et pourtant, on travaillait beaucoup, beaucoup. Et puis, quand je parlais avec mes amis qui avaient fait la même formation, ils me disaient, mais c'est un vrai job, ça, ce que tu fais? Je dis, bah, je sais pas. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui la richesse Oui. de ce premier job, parce que ça a été en fait tout l'éveil d'une créativité Oui, d'un imaginaire un aussi. imaginaire. Oui. On se projetait, à l'époque c'était 2012, Oui. mais c'était loin. On disait, une météorite s'est écrasée sur la Terre, tout le monde renaît d'une autre façon. Enfin bref, c'était des trucs hallucinants où tout était permis. Euh, et c'est vrai que ça a apporté des réflexions anticipées sur plein de produits. Mais nous, on imaginait des chimères, des choses qui n'existaient pas. Mais donc, il y avait un côté frustrant pour moi qui avait fait du design et qui imaginait autre chose. Mais j'ai adoré cette période-là. Et, Et comment tu les avais rencontrés? Comment ton chemin les a croisés? Tu te souviens? c'est un ami d'école à moi qui était allé les voir pour postuler. Et il m'appelle le soir même, il me dit, j'ai rencontré 3 femmes. Il me dit, moi, ça ne conviendra jamais, mais j'ai eu un flash et je vous vois C'est pour ensemble. toi. Et donc, il a proposé ma candidature et on s'est rencontrés. Et effectivement, ça a été... ça a matché. Ouais, ça a été une belle aventure, oui. Puisque je les vois toujours. Oui, Claude bah oui, Debrez elles sont toujours toujours une très amie. actives, chacune dans leur domaine. Oui, alors il y en a une qui n'est plus, Ah, Cyril. oui. Ah, je savais pas ça. Depuis 2 ans. D'accord. Mais Olwen et Claude sont toujours actives et je les vois amicalement et Claude est vraiment une amie. Ensuite, tu rentres au studio de Saint-Laurent. Quels sont les produits dont tu as eu la charge? De quoi t'occupais-tu? Alors, là, ça a été effectivement, là pour le coup, j'étais dans le concret. Mais dans une belle maison comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Et le studio était réparti avec les lignes en fait. On était chacun en charge de ligne. Moi, j'avais toute la ligne de beauté maquillage, enfin pas les soins, mais le maquillage et la fameuse ligne opium. Et j'étais ravie d'avoir cette ligne parce que pour moi, c'est une magnifique création. Quand tu dis la ligne pour Opium, c'est-à-dire que tu t'es occupé d'imaginer les packaging de tous les produits dérivés? Oui, les packaging, mais aussi on s'occupait des campagnes de presse. Oui. Évidemment, on travaillait sur des photos, enfin de la mise en page, mais sur Oui. des photos de Helmut Newton, Oui. notamment pour Opium. Donc, franchement, c'était Pur bonheur. Pur bonheur. Je m'en rendais peut-être pas encore assez compte à l'époque. Et puis les éditions limitées Opium. J'avais été voir une personne à la couture. On avait revisité le fameux pompon, faire des reliefs sur le flacon avec de la feuille d'or, la fameuse feuille. C'est pas la feuille d'acanthe, je ne sais plus de quel végétal de bambou qui est sur les packaging Opium, revisité, etc., avec des reliefs, des choses comme ça. C'était l'époque des grands budgets. Quel est celui, en fait, dont tu as été le plus fier et qui t'a le plus passionné à cette époque? Dans Opium? Oui. C'était Opium déjà. D'accord. Et puis, j'ai travaillé sur un produit qui s'appelle Secret de parfum. Oui. Où il fallait revisiter le flacon, mais chez Saint-Laurent, on ne réinventait pas la poudre. Hein. Mais c'est ça qui était magique, parce que c'était un apprentissage par l'inspiration des gens d'avant. Et oui, je dirais que c'est le Secret de parfum de Opium. Et puis les campagnes aussi, travailler sur les campagnes publicitaires, sur les photos d'Helmut Newton. Ça, c'était... J'étais honorée, on va dire. Je ne suis pas fière de mon travail, mais pour moi, c'était vraiment Est-ce que tu as eu l'occasion de le croiser, de le voir? Non, jamais.
Plus tard, après Saint-Laurent, rejoint les parfums Mugler. Même chose, quels ont été les projets sur lesquels tu as travaillé et celui qui t'ont vraiment le plus passionné? Alors là, ça va être difficile le plus parce que je crois que tout m'a passionné là-bas. Oui. C'était vraiment pour moi un conte de fées, un rêve. Parce Oui. que je rentrais dans un univers qui était magique, mais qui venait à peine de naître Oui. et qui avait tout à développer. Oui, Donc il y avait là, tout à faire. voilà, on ne savait même pas que ça allait prendre cette ampleur, puisque au début, c'était assez confidentiel. Et puis tellement hors des sentiers battus que voilà, c'était une belle aventure. Et bien sûr, le flacon, le magnifique flacon en étoile existait déjà, il venait Oui. de sortir. Mhm. Il y avait tout à faire autour, donc ça, Oui. c'était magique. Et après, il y a eu Amen, et là, j'étais Aux commandes. aux commandes. Oui. On était une équipe, hein, mais à la source. Oui. Voilà. Et puis, il y a eu, à propos de source, il y a eu la fameuse source aussi Qui de était parfum. bien innovante. Oui, ça a été un parcours du combattant. Oui, Mais, pour la mettre en œuvre. Ah, mais il y a eu 4-5 générations. Quand je vois celles qui sont aujourd'hui, c'est magnifique. Et je me dis, le travail qui a été accompli à mon époque, mais aussi après, surtout. Je trouve ça admirable parce que pour moi, c'est quand même la plus grande innovation. Oui. Mugler, évidemment, dans le jus, la couleur, le parfum, il a ouvert une famille olfactive, Tout bien à sûr. fait. Mais au niveau packaging et retail, je trouve que ça, c'était vraiment un énorme pas en avant. Absolument. Et donc, en fait, à cette époque-là, tu as eu la chance de côtoyer une grande dame, Vera Strauby. Que retiens-tu d'elle et as-tu une anecdote? Alors, pour moi, Vera, c'est vraiment une personne exceptionnelle en tant qu'humain. Oui. Mais aussi, c'est un manager ou une manager vraiment incroyable. Dans quel sens? Dans le sens où elle motive ses équipes sans jamais mettre de pression. Oui. On en a eu l'exemple au moment du lancement de Amen. On était une toute petite équipe. Moi, quand je suis arrivée chez Mugler, au tout début, on était 9 avec les représentants compris. À l'époque du lancement d'Amen, on était un peu plus, mais pas beaucoup. Et ce lancement, personne n'avait eu, dans l'équipe marketing, l'expérience d'un lancement parfum comme ça. Oui, oui. Donc, elle venait nous voir toujours souriante en disant c'est toujours disponible. Sa porte était toujours ouverte et elle était toujours disponible pour nous. Et tellement enthousiaste, tellement optimiste que, bien sûr, qu'on avait quelque chose à régler, on lui en parlait, mais on n'osait pas lui parler de nos angoisses. Oui. Et on se disait toujours, mais elle pense, elle est optimiste, elle pense qu'on va y arriver, mais nous, on galère, on ne sait pas comment lui dire. Et du coup, ça nous redonnait encore plus d'ardeur. On se dit, on ne peut pas... Elle est persuadée que tout va bien se passer, mais on est dans des affres d'urgence, des choses comme ça, horribles. Et puis, la veille du lancement presse, elle nous a convoqués dans la salle de réunion avec du champagne. Oui. Et très calmement, elle a dit, écoutez, je vous félicite parce que j'ai vraiment pensé que vous y arriveriez jamais. Mais elle ne l'avait pas montré. Absolument pas. C'est génial, ça. Ouais, et ça, je trouve que c'était assez incroyable. D'accord. Est-ce qu'il y a eu après d'autres gens, d'autres grandes personnalités qui t'ont marqué et qui t'ont appris des choses que tu retiens encore aujourd'hui? Alors oui, il y en a eu beaucoup, mais bon, c'est vrai que Vera, j'étais immergée dans cet univers de Mugler, et puis comme l'équipe était petite, ça a créé vraiment des liens, une intimité qui était exceptionnelle. Mais bien sûr, oui, il y a des personnes qui m'ont influencée à plein d'autres niveaux. J'ai rencontré
Monique Rémy, Oui. Annick Le Guerrer, Patty Canac. C'est des personnes qui m'ont beaucoup influencée sur les parfums, les odeurs, le bien-être. Mhm. Après, dans les parfumeurs, bien sûr, puisque j'ai travaillé avec Brigitte Romagné Oui. sur les plantes à parfum. Oui. Et Elle aussi- n'était pas parfumeur. non, elle était responsable de la création chez IFF. Oui. Et donc, avec elle et un photographe qui s'appelle Dominique Silberstein, Mhm. on a travaillé sur les matières premières et les plantes à parfum. Et Brigitte m'a beaucoup nourrie avec l'historique, la culture des plantes à parfum. Et là, j'ai découvert encore un autre niveau du parfum, Oui. c'est-à-dire les essences, l'ingrédient et la source. Et voilà, elle a interviewé plein de parfumeurs et c'est eux qui m'ont influencée parce que j'avais des citations en fait pour travailler sur ce livre et sur ces images. Ils sont venus nourrir d'autres choses, et de Absolument, vécu, et d'émotions et de sensations. oui. Et il y a des phrases comme ça qui me restent. Alors, j'aurais peur de ne pas renommer les bonnes personnes, mais je C'est connais pas les grave. citations. Ils sont Ouais. comme en disant la noix de muscade, c'est la Matahari du parfum parce que c'est vraiment l'agent de liaison. La fleur d'oranger, la Lolita, parce qu'elle se réveille fraîche et elle s'endort sensuelle et envoûtante. Voilà, enfin des choses comme ça qui marquent. Hein. Oui, tout à Et, fait. C'est mettre de la poésie et des émotions sur ces choses qu'on connaît pas forcément et qu'on apprend à découvrir. Donc, faut s'apprivoiser quelque part avec ces ingrédients. Donc, oui, et deviennent. Enfin, pour moi, ils devenaient carrément des personnes. Quoi. J'avais l'impression d'être, comme disait Brigitte très justement, c'est comme un film, un casting oui, déjà, oui, tout avec à l'ordre fait. d'entrée en Oui. scène ou une Hein? pièce de théâtre, encore Oui, mieux. oui. Et puis ça monte en crescendo et voilà. Et... Tout à fait. Alors, je crois savoir que tu attaches une grande importance à l'innovation. Donc, quelles sont pour toi les innovations en packaging qui ont été les plus importantes? Alors, en packaging parfum, en flacon, il y en a eu quelques-unes. J'ai beaucoup aimé les flacons de... Je peux dire les noms? Oui, tout à fait, sans problème. De Narciso Rodriguez, Oui, qui a été un des premiers à avoir cette prouesse de pouvoir colorer le flacon à l'intérieur. oui. Je ne vais pas reparler de Mugler encore parce qu'on sait déjà que je suis complètement fan des flacons. Mais si, parce que redis tout de même, comme on a une auditoire qui est Alors, peut être novice, c'est pas... non, non, vas-y. l'étoile collection, enfin ce Oui. qu'on appelait l'étoile collection, c'est le flacon, le grand flacon qui était posé debout avec en forme de évasé de tulipe avec ses arêtes très pointues. C'était un flacon qui était impossible à faire au moment où le dessin a été validé, imaginé. Et ce sont les verreries Bros qui ont relevé le défi en investissant aussi dans des machines qui pouvaient permettre au moule de se retourner en cours de coulée pour que le verre aille nourrir jusque dans les épaules très larges, très muglériennes, les branches de cette étoile où le verre n'allait pas forcément. Donc ça a été un investissement de leur part et aussi de la part de la maison Mugler qui a accepté d'avoir des pièces au départ avec des défauts et d'accepter d'anéantir les marges sur ces pièces. Oui, ce qui est peu courant à mon avis et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que ce parfum n'existerait pas. Non, tout à fait. Et voilà, et c'est aussi ce qui a induit une autre innovation qui était celle de la source en disant mais un flacon qui coûte aussi cher, qui est aussi majestueux, comment on peut le jeter? On ne peut pas. Il faut, et pour inciter à pouvoir le posséder, il fallait offrir quelque chose, voilà, la source. D'accord. Et donc, quel est, entre le moment où toi, tu étais chez Mugler et que tu as vu naître cette source, comment est-ce que ça marchait? Et par rapport à aujourd'hui, quelles ont été les évolutions? Alors là, non, je vais essayer de faire vite. Non. Sans les majeurs. Pour faire très, très court, au début, le parfum était de la source, il était dans une poche, comme une poche plasma des hôpitaux, avec un tuyau qui était clampé. Oui. Et tout ça
tout cet attirail très médical et pas Oui, très bah glamour oui, oui. était enfermé dans un magnifique placard en forme d'étoile. Bien sûr. Simplement, donc quand la personne venait ressourcer son flacon, on le mettait sur une petite tablette, on sortait le petit tuyau discrètement du placard, on le mettait dans le goulot. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le parfum a quand même une nature assez agressive et que la poche, la matière de la poche se Ah oui. rigidifiait au contact du parfum et donc elle se fissurait. Donc D'accord. finalement, ça finissait par fuir même sous le meuble en étoile. Donc on s'est dit non, c'est pas possible. On a dit après, on va faire une bonbonne, un peu comme Oui. dans les bars où les bouteilles sont renversées. Oui, On dit tout à voilà, fait. au lieu de mettre le verre, on met le flacon, hop, avec un petit déclenchement pour faire couler, un petit ressort, le parfum va couler dans le flacon. Parce qu'il fallait que le parfum soit à l'abri de la lumière et de Tout la à fait. chaleur. Oui, c'est Donc, deux pires ennemis. Voilà, contenu dans des containers adéquats, il fallait quand même un petit ressort pour pouvoir débloquer la coulée du parfum. Sauf que ce ressort, au bout d'un moment, s'est oxydé et que quand le parfum remplissait la magnifique bouteille, il coulait marron. D'accord. Oui, ou alors il fuyait. Donc, j'ai vu même Vera courir avec sa Mini Cooper, une source dans le coffre, la porter directement au bon marché. Bon, c'était une époque, c'est courageux parce que commercialement parlant, il fallait remplacer toutes les sources ou Oui. dédommager avec des recharges. Le service commercial n'osait plus décrocher le téléphone. On se faisait incendier par les parfumeurs. Les boutiques de parfums, les dépositaires, ils la cachaient dans la réserve et, Mhm. et dès qu'une cliente venait pour ressourcer, là, ils se décomposaient. Ils disaient, oh là là, c'est pas possible. Et Donc, alors aujourd'hui? aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a eu vraiment il y a eu au moins 3 générations qui ont été faites et aujourd'hui, il y en a une 4e magnifique et on a l'impression d'avoir des gouttes de mercure, de métal chromé et qui se déversent dans le flacon. Oui. Et tous les parfums de la ligne, de la maison Mugler, maintenant, ont leur source. Ouais. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Mais ça, on disait, on va déposer un brevet et tout ça. Et Vera disait, de toute façon, ça protège de rien, parce que s'ils veulent faire, bon courage. Non, c'est sûr que, voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'un flacon de parfum réussit pour toi? Alors, pour moi, un flacon de parfum réussi, c'est celui qui va provoquer une émotion, Mhm. qui va donner envie d'être possédé, parce qu'on ne sent pas encore le parfum quand on le voit. Non, tout C'est à celui fait. qui va déclencher quelque chose, un magnétisme, une attractivité. C'est pas forcément un flacon très sophistiqué, ça peut, mais il va dégager quelque chose, une poésie. Ça peut être quelque chose de très très minimal. As-tu des exemples? Quels sont ceux qui ont retenu ton attention? Alors, En dehors de ceux sur lesquels tu as travaillé. bien sûr. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup qui a pas été très diffusé. C'est un des premiers parfums d'Alexander McQueen, Oui. qui s'appelait Kingdom. Oui. Et l'édition limitée était comme une goutte en métal et ça s'ouvrait un petit peu comme les aumes d'armure du Moyen-Âge et ça laissait découvrir un cœur rouge en verre à l'intérieur. Oui, je me souviens maintenant. Et j'ai trouvé ça fascinant. Il y a des personnes autour de moi qui disaient mais pour moi c'est pas un flacon, et je comprends tout à fait. Il y en a pour qui ça sera le flacon de Chanel qui a des formes parfaites, qui est très pur. J'aime beaucoup aussi ces flacons carrés de Hermès qui sont simplissimes, mais oui, qui a encore une autre élégance que ceux justement de Chanel. Exactement. Et pour moi, il n'y a pas de style en particulier. On peut être très innovant, comme Cartier ou Hermès avait des systèmes dans les capots, des choses comme ça, que je trouve très ingénieux. Mais pour moi, vraiment, le flacon réussi, c'est celui qui va être posé quelque part et qui va attirer l'œil. Qu'il soit en forme de pomme, de fleurs, de rien du tout, juste un rectangle. Voilà. Je crois que tu as aussi fait de l'illustration olfactive.
Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors oui, ça c'était à l'époque où j'ai travaillé justement avec Brigitte Romagné, Dominique Silberstein et les parfumeurs et leurs citations. En fait, on devait mettre en avant les matières premières. Mhm. Et puis, quand j'ai lu toutes ces citations, la Matahari du parfum, la Lolita de la parfumerie, le jasmin, le côté sacré du sexe, je me suis dit, là, juste faire un diaporama, ça va être Un peu dur. un peu terne, un peu monacal. Et je me suis dit, mais effectivement, ces matières, elles se transforment au fil du temps qui passe dans l'évolution du parfum. Et ces magnifiques photos de matières premières, des macros, ça serait génial qu'elles se transforment aussi. Mhm. Donc, j'ai demandé l'autorisation, bien sûr, au photographe de pouvoir intervenir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je les ai un peu transformées. Et puis après, on me disait, ben voilà, le départ avec du galbanum, c'est très fusant. Ça me donnait des images parce que moi, j'ai une culture visuelle Oui. et de forme et de couleur. Et donc, j'avais des images. En fait, j'ai revisité avec les professionnels qui m'ont demandé un peu la pyramide olfactive. Ça ne la remplace pas, mais c'est Oui. une alternative en disant, ben voilà, on montre les ingrédients, mais aussi par des textures, par des Mhm. formes, Mhm. comme un peu une illustration abstraite, un peu leur comportement dans Oui. dans le parfum. D'accord. Et euh, par exemple, le cèdre, c'est une structure charpentée, mais c'est assez nerveux. Mhm. Et donc, la photo, les couleurs l'illustrent bien, mais après, je rajoutais une texture en plus, quelque chose. Et ça pouvait devenir complètement abstrait aussi. D'accord. C'est difficile à expliquer, juste. Oui, absolument. Quelles ont été leurs vies après? Alors, dans le livre, c'était pas vraiment des illustrations, c'était des prémices avec Mhm. des interventions graphiques qui allaient dans le sens de l'évolution du parfum. Après, au niveau illustration, ça a été utilisé professionnellement dans la formation, un petit peu comme la carte d'identité olfactive, comme alternative à la pyramide, pour expliquer un petit peu l'ordre d'entrée en scène des ingrédients, et puis incarner ces ingrédients avec des rôles, comme on disait, comme un film, une pièce de théâtre, voilà. C'est un livre qu'on peut trouver encore aujourd'hui ou Alors, pas? il est épuisé. Le secret des plantes à parfum, il est épuisé. Vous voulez en savoir plus sur le petit sniff? Alors, rendez-vous mardi prochain et avec Valérie, nous vous raconterons la suite et toutes les anecdotes autour du petit sniff.